In her first book, historian Lucia Katz writes about the advent in the 1870s in France of a new class of poor, the homeless, embodied in the creation of the night shelter. She sheds light on the genesis of the night shelter and its role as a counter-revolutionary device during an emergency crisis. As France is again today under a state of emergency, Lucia draws on her research and her recent experience to warn us about the nature of a new French Republican compromise. Les asiles de nuit, ce sont les premiers refuges pour sans-abri qui apparaissent au début de la Troisième République, donc dans les années 1870-1880 en France, pour héberger pendant 1 à 3 nuits les sans-abri. Et en fait, l'originalité, c'est que les sans-abri jusque-là n'existent pas en tant que catégorie légitime dans la demande d'assistance. Ils existent en tant que vagabonds et donc en tant que délinquants, le délit de vagabondage puni par des peines de prison. Et du coup, au début de la Troisième République, vraiment, le sans-abri à travers les refuges de nuit destinés à cette catégorie-là apparaissent tout d'un coup comme une catégorie de l'assistance. Et en fait, ce tout d'un coup s'explique par la convergence d'un certain nombre de facteurs. Donc à la fois une crise économique avec une grande récession vraiment importante, la crise aussi industrielle qui crée le chômage, la notion apparaît en même temps, et une crise climatique, mais aussi une crise politique. Les élites qui ont de l'argent peuvent être de gauche comme de droite, peuvent être monarchistes comme républicaines, et le fait qu'il y ait eu plusieurs révolutions, et du coup, dans les années 1870, c'est notamment la Commune qui marque encore les mentalités. Donc la Commune de Paris qui a été très sanglante, mais aussi les communes qui ont lieu en province, font que toutes ces élites vont se mettre d'accord pour donner le minimum aux exclus du progrès, de la modernité, du capitalisme, de la société industrielle, pour éviter les révolutions. La paix sociale et la stabilité politique va passer par une justification de l'existence de classes sociales. Parce qu'il y a des riches qui construisent des refuges de nuit, qui payent des soupes aux pauvres et qui leur donnent une couverture pendant l'hiver, et ben les riches ont le droit d'exister et les pauvres n'ont plus le droit d'aller leur couper la tête. Le passage par l'asile de nuit permet aux gérants, gestionnaires, directeurs et à toutes ces élites administratives des refuges de nuit d'éduquer le pauvre. Et dans ce sens-là, les asiles de nuit vont devenir des vrais auxiliaires de police. C'est-à-dire que non seulement il y a des registres à l'entrée qui permettent de recenser la population, de la catégoriser, de la connaître, de l'encadrer, mais en plus, tout le séjour à l'asile est vraiment encadré et balisé par un certain nombre de pratiques. Ces pratiques et ces comportements sont vraiment la condition pour rester dans l'asile. Dès qu'on transgresse une de ces pratiques attendues, on se retrouve exclu. Et du coup, ça veut dire retour à la rue, retour dehors, il n'y a pas de négociation possible. Non seulement ce formatage permet de distinguer des bons de mauvais pauvres, des soumis des insoumis, des administrables des ingérables, mais en plus par aussi la présence des registres de police à l'entrée et tout ce travail de recensement et d'encadrement de la population précaire, les asiles de nuit finalement se construisent vraiment en tant qu'auxiliaires de police préventive. On maintient toujours des conditions de vie dans l'asile qui sont suffisamment bonnes pour dire on fait de l'humanitaire, on sauve des gens, mais suffisamment mauvaises pour que les gens n'aient pas envie d'y être et n'aient pas envie de s'y installer et ne puissent pas se l'approprier cet espace-là. Le fait que parmi les sans-abri soient sélectionnés ceux qui sont dignes de l'assistance, dignes de l'intérêt des administrateurs, mais aussi le fait que l'assistance aux sans-abri ne soit pas un droit mais un service, permet aux institutions de traiter les sans-abri au cas par cas et donc de rester dans de la misère secourue au lieu de supprimer la misère. Le délit de vagabondage ne disparaît pas parce que la catégorie sans-abri apparaît. Elle se superpose, ces deux catégories. Et donc du coup, cet individu exclu du parcours de réintégration
devient de fait coupable et de fait se fera contrôler et arrêter et finira en prison. Non pas parce qu'il aura commis un nouveau délit, mais parce que la suspicion qui est portée à son encontre fait que son délit sera de ne pas avoir joué le jeu de la ponctualité, de la déférence, du respect, de la soumission, de la gratitude vis-à-vis des riches. Et donc, il est vagabond, il accepte sa situation, il ne veut pas de l'ordre social qu'on lui propose, on lui impose, prison. En comprenant un petit peu ce processus et ce mécanisme où plus on multiplie les aides, plus on en crée un marché économique et plus du coup on a besoin que les pauvres ils existent pour pouvoir alimenter le système lui-même et les aides vont être là pour maintenir la paix et l'équilibre nécessaires à continuer, pour continuer l'exploitation, ça m'a amené à me radicaliser. Et à me radicaliser, pas dans le sens péjoratif qu'on veut donner au mot. Radicaliser, en fait, ça veut dire revenir aux racines. Et revenir aux racines, ça veut dire comprendre que les travailleurs sociaux aujourd'hui sur le terrain, ils font un boulot fabuleux comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, etc. Ça n'empêche que le travail social existe parce qu'il y a des pauvres et vient s'intégrer dans tout un système capitaliste, économique, bourgeois, justifiant que certains s'enrichissent puisque d'autres iront aider les laissés pour compte. Pour moi, et c'est la conclusion que j'espère que la majorité des lecteurs auront, c'est quand même qu'il est temps de changer d'objectif et non plus de chercher la paix sociale, mais la justice sociale. Et donc ça veut dire prendre les problèmes à la racine, se radicaliser, pour comprendre que c'est pas secourir les pauvres qui aideront à sortir de la crise, mais bien changer de structure sociale. Et changer de structure sociale, ça veut dire changer de système, et ça veut dire sortir du capitalisme. L'état d'urgence, il est déclaré et décidé dans ce cadre d'une guerre contre le terrorisme, mais il est appliqué aussi contre les opposants politiques. Et en fait, c'est à ce moment-là que le compromis républicain que j'analyse dans le bouquin et qui permet l'émergence de l'assistance aux sans-abri est réactualisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'état d'urgence en France, il y a certes, effectivement, peut-être une volonté d'aller rechercher les salafistes les plus, je ne sais pas très bien quoi, mais il y a aussi en parallèle une répression des forces d'extrême gauche, écologistes ou anarchistes, ou même communistes, mais en tout cas, du coup, une répression qui touche des militants d'extrême gauche qui portent un discours alternatif et des propositions d'un autre modèle, et qui, du coup, sont là aussi perçus comme révolutionnaires, et donc la volonté du gouvernement socialiste, quand il met en place l'état d'urgence, c'est de faire une alliance, non pas avec les forces de gauche, qui devraient lui ressembler le plus, mais avec les forces capitalistes qui finalement sont celles qui lui ressemblent le plus, c'est-à-dire la droite et l'extrême droite. Et du coup, dans cette alliance des différentes forces capitalistes, on retrouve le fameux pacte républicain qui veut s'assurer de la paix sociale en muselant toutes les autres propositions de modèle. In an attempt to address the struggle of refugees, director Jonas Carpignano and actor Kudus Seong collaborated on the feature film Mediterranea. The film follows two African friends who set out on a journey for a better life in Europe, only to find exploitation and racism. Originally, I'd gone down to make a film about the race riot. So in 2010, I went down there to do research about what was happening in the immigrant population. And when I got there, I immediately met Kudus Seong. So whereas initially I wanted to make a film that just spoke about race relations in Italy, the shift became more personal once I met him because we knew right away that we can make a longer film. So really the inception of Mediterranea is once I heard Kudus' life story and everything that he'd been through. We knew that it was a better way to give a more full look at what the immigrant experience was like, so we got working on it almost right away. When I went to shoot the short film, I went to cast, and there was the 1-year anniversary of the riot, and there was a march that was sort of like remembering what had happened a year before.
So I thought, okay, I'm looking for people who participated in the riot to be in this film. So I thought, okay, this is the best place to find it because 600 people who had participated in some way, shape, or form are going to be here making sure that the world remembers what happened. So I got there and I found him immediately. He was like in the front of the protest with like a megaphone in his hand, sort of commanding the march. He was speaking 5 different languages. He was unbelievably charismatic. Everyone was following him and he felt like the leader. So to me, he felt like the perfect entry point into the world because of that charisma that he had. He's the kind of person that you want to follow, you want to listen to. So the second I saw him, I was like, okay, let's get this guy to be in the film. And we met and we started speaking about the film, and at first he didn't want to do it because he was very, very busy organizing this protest. So, the fact that he didn't want to do it at first was a very good thing because we sort of got to know each other before we started working together. And over the course of that, we became very good friends and almost immediately decided we were going to make a feature film. Si c'est le mandarin, on nous paye par le casse. On a un petit casse. Le premier casse, c'est 1 euro. Donc il n'y a pas heure, il n'y a pas minute. C'est à toi d'utiliser ta force. Et si c'est le olive, c'est 25 euros par 8 heures de temps. Si c'est le orange, ça fait 50 centimes par le casse. Combien de temps il faut pour faire une caisse d'orange? Disons, si tu es un peu rapide, tu peux faire 30, 35, 40. Ça dépend de ta Par jour? Par jour, ouais. Et si c'est 1 euro, donc si tu fais 40, tu as les 40 euros. Si tu fais le 30, tu as les 30 euros. Si tu fais 20, tu as les 20 euros. Donc si c'est le orange, c'est 50 centimes. Donc il faut faire 40 pour pouvoir avoir 20 euros. Ou il faut faire 50 pour pouvoir avoir 25 euros. C'est là-bas que nous tous nous sommes pour travailler l'orange, le mandarine, le travail de campagne, olive, tout ça. C'est là-bas que ça se passe. Et la manifestation, ça a été là-bas. Alors, la manifestation a été faite parce que nous-mêmes, on avait créé notre manifestation. Ça a été mal passé parce qu'on a brûlé des voitures, on a cassé beaucoup de choses. Et ça a été mal passé parce qu'on nous avait frappé pas finiment. Il y avait beaucoup qui étaient à l'hôpital. Et après, deuxième manifestation, c'était l'intégration. Le fait qu'on nous a frappé, le fait que nous, on a fait mal aussi. Donc, on a fait ça pour l'intégration. Et c'est ce jour que j'ai rencontré Jonas. Basically what happened down there is, tensions had been rising for a long period of time, like between 2007, when there were a lot of African migrant workers living there or moving there, to 2010 when the situation finally erupted. You saw the creation of a tense place. On one hand, you had a sort of xenophobic attitude toward people coming and occupying this town. And on the other hand, you had sort of like this mistreatment in terms of lack of documents, poor living conditions that really created a lot of tensions from the African side. So I think that eventually when 2 people were said to have been shot by locals, the situation sort of exploded. It just reacted in a much bigger way than that one specific event could have facilitated. So it wasn't just that event; it was everything that had been happening over the last few years. And for me, that became a very important time to speak about the new African presence in southern Italy, because it was the first time the immigrants sort of spoke up for themselves and said, look, we're here, things are happening to us, we're not just going to turn away from this, we're not just going to walk away, we want the world to know what's happening here. So that's why they reacted in this big way, and all of a sudden a lot of eyes were drawn to the place. So if I wanted to make a film that gave la parola, that gave the voice, the word to that community, it seemed like the perfect lens to tell the story, because it was the first time they had sort of spoken up for themselves. What began as a conversation between Montreal-based artist Stéphane Christophe and Cairo-based artist Sam Chalabi grew into a musical collaboration. The piano and oud complement one another in improvisation, resulting in a trance-like tapestry of sound called Flying Street.